J'ai beaucoup réfléchi. Donc finalement, je me suis dit la tolérance au long cours des immunosuppresseurs ou des biothérapies, c'est quoi qui nous embête, hein? Finalement, c'est quoi? C'est le risque infectieux au long cours, c'est le risque néoplasique. C'est de se poser la question de la combothérapie, comme on l'a abordé. Est-ce que cette combothérapie au long cours, elle cumule les risques infectieux ou néoplasiques? Et puis, c'est les risques inflammatoires induits, c'est les réactions paradoxales qu'on peut observer avec les biothérapies au long cours. Donc, on va l'aborder un peu, c'est le schéma de notre présentation. Donc, il faut se rappeler quand même que, parce qu'on parle toujours des risques, il faut se rappeler quand même que dans la balance des bénéfices-risques, il y a quand même beaucoup de bénéfices à faire ces traitements immunosuppresseurs et ces biothérapies, même si on essaie de vous terroriser avec les effets secondaires. Globalement, depuis 15 ans, la prise en charge des malades, elle a changé avec ces traitements et la balance, elle est quand même en faveur du bénéfice par rapport au risque. Si on s'intéresse donc aux problèmes d'infection, vous voyez ces études qui étaient un peu anciennes, les risques infectieux sont quand même fréquents dans les maladies de Crohn et c'est une cause de décès aussi bien dans le Crohn que dans la RCH, avec des odds ratios assez élevés chez la femme par rapport à l'homme. Et donc c'est un risque dans ces pathologies que les patients décèdent de problèmes infectieux, indépendamment des traitements mis en œuvre. Il faut se le rappeler à l'esprit. Si on regarde ce registre pyramide, qui est un registre observationnel qui a été publié récemment, avec l'adalimumab dans la maladie de Crohn, c'est des résultats à 7 ans, vous voyez, il y avait plus de 15 000 patients année. Qu'est-ce qui ressort finalement? Eh bien, c'est que le risque infectieux, il est quand même assez présent et c'est le risque qui prédomine. Et vous voyez que les infections opportunistes, c'est rarissime, 0,1 événement par 100 patients année, que le risque de tuberculose, c'est rarissime aussi, c'est 0,1 patient année. Donc vous voyez qu'on fait un bon screening et en général on dit ça. Que les risques de cancer et de lymphome, c'est rarissime. Donc c'est vraiment l'infection le problème, voilà, et que tout ce qui nous terrorise ici là, c'est pas si fréquent que ça, quoi. On y reviendra. Si on regarde ce registre plus ancien, qui est le registre de TRIT, qui a été sorti avec l'infliximab, avec 15 000 patients, qui était traité aussi avec d'autres immunosuppresseurs, ce qui ressort finalement, c'est que en termes de décès, ben, le risque, c'est les corticoïdes. C'est pas les anti-TNF ou les thiopurines, c'est les corticoïdes. Donc vous voyez que voilà, en termes d'infection sévère, pareil, c'est les corticoïdes. On retrouve le signal avec les anti-TNF, hein, comme on a vu dans la pyramide, mais c'est quand même les corticoïdes. Donc le message, c'est faites attention aux corticoïdes. C'est énormément banalisé, mais finalement, c'est ce qui apporte le plus de risques infectieux chez ces patients-là. Ce n'est pas forcément les anti-TNF ou les thiopurines. Si on regarde en fonction de l'âge des patients, avec les anti-TNF, on s'aperçoit que ce risque infectieux et ce risque de décès, il est augmenté dans les populations qui ont des traitements par anti-TNF, qui ont plus de 65 ans, par rapport aux patients qui ont moins de 65 ans. Et vous voyez, ceux qui ont moins de 65 ans avec des anti-TNF, ils ont un risque de décès qui est le même que ceux qui n'ont pas, finalement, sans anti-TNF. Donc ça montre que voilà, il y a un risque avec les anti-TNF en fonction de l'âge des patients. Donc au-delà de 65 ans, il faut être vigilant parce que le risque de décès et d'infection est augmenté. Si on regarde d'un point de vue professionnel, ça c'est une étude du GTED qui est amusante mais qui est intéressante, qui a été montrée à l'UGW. Si on voit les populations, les professionnels de santé, vous savez qu'ils sont probablement plus en contact avec des germes et donc des risques infectieux, on s'aperçoit finalement, est-ce qu'on veut savoir s'il y avait un surrisque? Finalement, il n'y a pas de surrisque d'infection chez les professionnels de santé qui sont traités par anti-TNF. Le seul surrisque qui apparaît, c'est le risque d'infection tuberculeuse. Surtout si on est un médecin, parce que je pense qu'on n'est pas très bien discipliné, qu'on a des corticoïdes, donc vous voyez que les corticoïdes, ça revient, et qu'on a un traitement par anti-TNF. Et c'est vrai que dans mon expérience, moi, les seuls cas de tuberculose que j'ai eu, c'était avec des infirmières. Bon, travailler en pneumologie. À l'époque, on n'avait pas été très très bon, mais bon, maintenant, on est un peu plus vigilant. Mais ça montre, voilà, le seul sous-risque, finalement, parce que des fois, on est un peu inquiet, c'est le sous-risque de tuberculose. Concernant la combothérapie et le risque infectieux, finalement, voilà, je vous ai repris ce tableau-là qui reprend un peu toutes les données de la littérature qui avait été publié par David Lahari et Benjamin Pariant il y a peu de temps. Il y a très peu de données pour répondre à cette question. Ce qui ressort quand même avec cette étude de Liechtenstein de 2012, avec une étude prospective multicentrique avec plus de 3000 patients, il n'y a pas de signal. On n'a pas le sentiment que les patients qui ont une combothérapie ont plus de risques infectieux. Dans cette étude de cas contrôle, ce qui ressort, c'est que les patients qui ont une combothérapie ont par contre plus de risques d'infection opportunistes. Mais vous voyez que c'était une faible proportion. Donc on sent un petit signal pour les infections opportunistes par rapport au risque infectieux général. Et ce qui ressort dans cette étude, c'est que les patients en combothérapie, surtout quand la combothérapie associe des corticoïdes, ils ont une augmentation du risque infectieux. Mais si la combothérapie c'est du méthotrexate ou des thiopurines, il n'y a pas plus de risque infectieux. Si on regarde le vedolizumab,
On a des données, mais qui sont assez courtes. On a un petit signal, il y a un petit risque d'infection, et surtout des infections du tractus respiratoire et des infections ORL, nasopharyngées. Voilà. Après, il n'y a pas d'autres signaux forts. Si on regarde en fonction de l'âge pour le vedolizumab, on ne voit pas cette différence qu'on observe avec les anti-TNF, c'est-à-dire que chez des patients qui ont plus de 55 ans, on ne voit pas qu'il y a un signal plus fort que des patients qui seraient plus jeunes. Si on regarde le risque d'infection opportuniste avec le vedolizumab, pareil, il n'y a pas de signal, il n'y a pas de différence significative, on ne trouve pas de surrisque d'infection opportuniste. Donc pour la pratique, pour résumer déjà cette première étape, ce qu'on peut retenir, c'est que le risque infectieux sous anti-TNF et thiopurine reste inférieur aux patients sous corticoïdes. C'est quand même ça qu'il faut retenir. Parce qu'on utilise facilement les corticoïdes, on sous-estime parfois ce risque. Les anti-TNF chez les sujets âgés augmentent le risque de mortalité et d'infection, que le risque d'infection opportuniste sous combothérapie est théoriquement plus élevé qu'en cas de monothérapie, mais avec un niveau de preuve qui est quand même assez faible, et que les anti-TNF, ça favorise les infections à germe intracellulaires, telles que la tuberculose ou la légionellose, alors que les thiopurines augmentent plutôt le risque d'infection virale. Concernant le risque carcinologique, c'est cette diapo qu'il faut retenir. Je ne vous ai pas commencé, parce que Laurent Bogerie n'est pas là, je ne vous ai pas commencé avec le lymphome. Je pense que le vrai risque carcinologique au long cours, c'est les risques cutanés. Et avec les thiopurines, ça a bien été montré par Laurent Pirin-Virulé dans cette étude, vous voyez que les patients, en fonction de l'âge et de l'exposition, vont avoir un risque de carcinome spino-basocellulaire assez élevé. Et vous voyez que ce risque se continue, que les patients aient un traitement arrêté ou pas. Donc ce qui veut dire que quand vous avez mis un traitement par thiopurine à des patients, même s'ils ont arrêté ce traitement, il faudra continuer à les surveiller en permanence sur le plan cutané, parce qu'ils ont un risque tout à fait significatif de faire des cancers cutanés. Ça, c'est un message assez important, et c'est ce qu'on voit le plus souvent. Avec les anti-TNF, on note un petit surrisque de mélanome, avec un autre ratio de 1,9 dans ces études. Donc il y a un petit surrisque aussi avec les anti-TNF, mais c'est de faire plutôt des mélanomes et pas des cancers non mélaniques. Cette diapo, vous la connaissez, elle vous a effrayé quand Laurent nous a montré les résultats de Sésame, on a tous eu peur, on a arrêté les thiopurines. Et c'est vrai, hein, on voit très bien que quand vous avez des traitements continus en thiopurine, et bien chez des patients d'une population de plus de 65 ans, vous avez un risque assez important de lymphome. Alors ça paraît important comme ça, mais quand on regarde, ça fait quand même, c'est 5 pour 1000 patients année, c'est pas si énorme que ça. Et je pense que personne n'en a rencontré dans sa salle, ou très peu dans sa pratique quotidienne. Un cas de lymphome, qui c'est qu'il y en a eu 2, 3, 4, 5. C'est pas si fréquent que ça quand même. Non, mais par rapport au cutané, moi j'ai des cutanés, j'en ai un paquet. Hein. Je peux vous dire que maintenant qu'on voit. Ouais, mais la dame, c'est pas très bon non plus. Mais honnêtement, vous voyez dans les études, même au registre ou ailleurs, c'est pas ce qui ressort quand même. C'est pas ce qui ressort. Il faut quand même, il faut en avoir conscience, mais il faut pas être terrorisé quand même. Je pense que c'est pas. Voilà, c'est un risque qui est présent. On voit que ça se voit chez les hommes de plus de 65 ans, chez les patients qui ont un traitement continu. Le point positif, c'est que quand vous voyez que les patients qui ont des traitements discontinus, et on revient au sujet de un peu de Guillaume sur la pause, on voit que si on fait des pauses thérapeutiques, il y a un bénéfice. Alors, si on compare ces risques de lymphome dans la population générale, vous voyez, anti-TNF et par exemple avec le vedolizumab, vous voyez quand même que, voilà, en patient année, ça explose pas. Hein. On est à 2 pour 10 000 dans la population générale, on passe à 6 avec les anti-TNF, avec les anti-intégrines, on est à 3. Donc vous voyez qu'il y a pas il y a un risque, mais il n'y a pas un risque qui est quand même énorme, même si c'est multiplié par 2. L'autre risque, c'est le risque de lymphome T qui a fait peur à tout le monde, là aussi, qui nous a fait arrêter la combothérapie. Finalement, il y a quelques années, on a eu peur. Hein, Alors, il y a eu quelques cas décrits. En 2013, il y avait encore 91 cas, on est à peu près à 130 cas. C'est un phénomène de lymphoprolifération assez sévère qui n'est pas associé à l'EBV. Bon, ça vient surtout, c'est des hommes qui sont jeunes, moins de 35 ans. Il y a une forte association entre des patients qui sont traités par thiopurine anti-TNF, moins souvent en monothérapie thiopurine. C'est quand même assez rare, ça se vient surtout dans les premières années de traitement. Voilà. C'est un risque qui existe, ça ne doit pas vous bloquer quand même, je pense, dans l'idée de faire des combothérapies, parce que c'est quand même un risque qui est assez rare. Si on regarde le vedolizumab, voilà, on a des données qui sont assez courtes, à 2-3 ans, on n'a pas de signal en termes de cancer, on ne voit pas d'explosion avec ce traitement. Voilà, ça reste par rapport au groupe placebo assez stable, mais je pense qu'on manque un peu de recul. Donc pour la pratique, ce qu'on peut retenir, ce qui est important, je crois, c'est de bien faire un dépistage des cancers cutanés. C'est essentiel parce qu'on voit que ces patients-là ont un risque. Et on voit apparaître ce risque maintenant parce que c'est une population qui vieillit, qui a eu des traitements depuis longtemps. Le risque de lymphome associé il est élevé, 3 fois plus élevé chez les patients sous thiopurine, effectivement, mais ça reste un risque modeste.
Les deux risques spécifiques à connaître chez les jeunes hommes de moins de 30 ans, c'est le co-traitement ASA anti-TNF qui peut favoriser des lymphomes T spléniques. Et puis, c'est la séronégativité initiale EBV qui peut favoriser, c'est exceptionnel, des cas de lymphoprolifération post-mononucléose qui peuvent être mortels. La combinaison d'un immunosuppresseur, donc la chromothérapie, et d'un anti-TNF ne semble pas être associée à une augmentation de cancer par rapport aux patients qui sont traités en monothérapie, mais pareil, on a peu d'études dédiées. L'autre problème, c'est au long cours, finalement, les réactions paradoxales en termes de tolérance. Et vous voyez, surtout avec les biothérapies, on a des réactions paradoxales qui peuvent être cutanées, avec des réactions psoriasiformes ou d'autres formes de réactions cutanées. On peut avoir des réactions articulaires qui sont parfois difficiles à diagnostiquer. Les rhumatologues ont parfois du mal à nous aider sur ces réactions un peu paradoxales articulaires, puisqu'on n'arrive pas bien à les cataloguer ou à les diagnostiquer. C'est souvent l'arrêt des traitements finalement anti-TNF qui permet de dire que c'était des réactions qui n'étaient pas associées à la maladie, c'était le traitement. Vous avez parfois des réactions digestives qu'on voit rarement, mais j'en ai eu quelques-unes, de patients qui développent en fait des tableaux, qui aggravent leur tableau digestif avec des traitements anti-TNF. Où j'ai eu des patients qui avaient des PR et qui étaient traités par anti-TNF et qui ont développé des tableaux qui mimaient vraiment une maladie de Crohn avec des ulcérations, et tout disparaît à l'arrêt du traitement. Donc on n'en a pas beaucoup, mais j'en ai eu 2. Et puis vous avez des phénomènes des fois d'hypersensibilité retardée aussi qui sont rares, mais qui entraînent chez ces patients-là, après l'injection du traitement anti-TNF, un phénomène inflammatoire intense avec pareil des fièvres et du douleur abdominale et une aggravation de leurs troubles digestifs. Alors un petit mot sur les réactions cutanées, puisque finalement c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est ces psoriasis induits sous anti-TNF chez les patients qui sont porteurs de Mickey. Il y a des localisations quand même assez typiques, vous voulez souvent, c'est l'atteinte palmoplantaire chez les patients. Ça peut toucher le cuir chevelu, on a des formes assez sévères, ça touche les plis, on peut le voir au niveau de l'ombilic, de la muqueuse génitale. Il y a une forte association avec le sexe féminin dans une étude qui avait été faite au GTED. Il y a souvent des antécédents personnels ou familiaux de dermatose. Il n'y a pas de corrélation avec l'activité de la maladie, c'est-à-dire que les patients ont souvent une maladie quiescente et ils peuvent développer ce type de pathologie. Le switch, ça marche rarement, c'est-à-dire que si vous changez d'anti-TNF, on a les mêmes problèmes. Et donc, on peut être amené dans certaines circonstances à arrêter le traitement. Aujourd'hui, on a une solution quand il y a des formes sévères, c'est de changer de traitement pour mettre l'ustékinumab, le Stelara, qui a l'indication dans la psoriasis et dans la maladie de Crohn. Donc, ça peut être une solution, en sachant que par expérience, ça ne fait pas disparaître de façon très rapide quand même les problèmes de psoriasis induits. Ils mettent un peu de temps quand même à rentrer dans l'ordre avec ce type de traitement, parce que je pense que c'est un mécanisme un petit peu différent que le psoriasis classique. Vous pouvez rencontrer aussi, et ça c'est plus rare mais il faut le rechercher, c'est des lupus induits par les anti-TNF. Et vous avez cette forme là qu'on appelle les thèses, qui avait été, il y a un registre espagnol qui existe. Il faut le rechercher pour le diagnostiquer, ça c'est sûr, parce que ça ne vous saute pas aux yeux. Ça se voit plus souvent avec l'infliximab qu'avec l'ADA. C'était plus fréquent dans ce registre dans les maladies de Crohn et les PR. Il y a un sexe ratio qui est plutôt en faveur des hommes. Le temps d'apparition peut être très variable, ça peut être très rapide à plusieurs mois. L'âge médian aussi, ça peut toucher des gens jeunes, mais des gens âgés aussi. Les critères diagnostiques des lupus induits, c'est à l'apparition, bien sûr, entre l'introduction de cet anti-TNF et l'apparition des manifestations cliniques. C'est l'absence d'antécédents de lupus, et puis c'est la disparition des symptômes à l'arrêt des anti-TNF. La présentation clinique, elle n'est pas typique. Vous avez des formes parfois que cutanées, avec des lésions qui ne sont pas si sévères que ça. Et puis, vous avez des formes un peu plus complètes qui associent des lésions cutanées, mais qui sont parfois modestes, et surtout des atteintes articulaires. Et des fois, il y a des atteintes articulaires chez des patients là, qui ont des douleurs, qui sont parfois des lupus induits, mais le diagnostic est difficile à faire. Et la thérapeutique, c'est souvent l'arrêt du traitement anti-TNF, en fait. C'est rarement des formes sévères. Alors, tout ça, là, nous amène à nous poser la question, finalement, de cette pause thérapeutique dont Guillaume voulait que je vous parle un peu, de ce concept. Effectivement, quand on voit tous ces effets secondaires possibles au long cours qui sont, pour la plupart, gérables, on peut se poser la question, en termes de safety, d'essayer d'arrêter les traitements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce concept qui arrive de se dire qu'on pourrait imaginer qu'on traite les patients, et puis quand ils sont dans des phases de rémission, il faut que ce soit des patients bien sûr en rémission, on pourrait peut-être tenter d'arrêter ce traitement pour ne rien mettre. Bien sûr, c'est induit qu'il faut surveiller ces patients de près en faisant des calprotectines ou d'autres marqueurs ou d'autres examens pour dépister une récidive et les retraiter immédiatement et éviter ainsi une nouvelle poussée sévère. Pour tout ça, c'est quand même très théorique, parce que vous ne pouvez pas arrêter les anti-TNF chez tous les patients ou des biothérapies chez tous les patients, même s'ils sont en rémission. Il faut prendre en compte, bien sûr, leur histoire clinique. Et si vous avez des gens qui ont des formes compliquées initialement, ça paraît difficile de les arrêter.
Si vous avez des patients, il faut évaluer le risque de récidive quand vous arrêtez cette maladie. Vous pouvez vous retrouver avec des formes compliquées qui seront ingérables. Il faut aussi évaluer si ces patients, vous pouvez les retraiter. Alors, des études qui vous disent que le retraitement, c'est possible, mais vous savez qu'avec certains médicaments, vous vous exposez à des phénomènes d'allergie et vous vous exposez aussi à avoir des formes beaucoup plus sévères. Moi, j'ai fait des tentatives d'arrêt chez certains patients. J'ai eu après des récidives qui étaient beaucoup plus sévères que les premières, avec parfois l'impossibilité de les traiter où j'ai changé de thérapeutique, j'ai pris des thérapeutiques beaucoup plus lourdes. Voilà, donc il faut intégrer tout ça. C'est pas si facile que ça. Dans la vraie vie, il y a quelques études chez les Hongrois, mais là je vous ai pris une étude anglaise. Ben voilà, quand on arrête, quand même, il faut savoir que ça récidive. Voilà, c'est-à-dire que quand vous arrêtez les traitements, même chez des patients en rémission, c'est courte anglaise, là, vous voyez que vous avez quand même un taux de récidive. Mais bon, ça dépend, comme si on regarde le verre à moitié vide, à moitié plein. Vous voyez que là, à 4 ans, vous avez 30% de malades qui n'ont pas rechuté. Donc on peut se dire qu'il y en a un tiers à chez qui on a pu arrêter le traitement, et ça tient dans le temps. Bon, la grande majorité, quand même, ont fait des récidives qui étaient modérées et parfois des formes sévères. Donc arrêter les traitements, c'est possible, mais on sait qu'on va s'exposer à de fortes récidives. Donc pour presque finir, pour être dans le temps, est-ce qu'on peut retenir des facteurs de risque? Je vous ai mis ceux qu'on connaît mieux avec les anti-TNF. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a des facteurs qui peuvent être limitants et qu'il faut connaître avant de décider d'arrêter ces traitements. C'est que les patients qui ont un tabagisme actif, qui sont plutôt de sexe masculin, qui ont une maladie périnéale ou une maladie liée à l'extensive, ceux-là, si vous arrêtez, vous avez de fortes chances que ça récidive. Ceux qui ont eu des corticothérapies prolongées avant d'être mis en rémission, ils ont des fortes chances de récidive. Les patients qui ont eu des échecs antérieurs au thiopurine, ceux qui ont eu des durées longues entre le diagnostic et la première année d'initiation des biothérapies, donc ceux qui ont eu des biothérapies initiées un peu tardivement, on sait que ceux-là, ils ont des chances de récidive aussi. Ceux qui ont des intensifications de dose, si vous arrêtez les traitements, on sait que probablement ils vont récidiver. Si on reprend les critères de Story, vous savez, Story c'était l'arrêt des escalades, c'était l'arrêt des anti-TNF. En maintenant des thiopurines, on voit maintenant qu'on a des résultats à 3 ans et 5 ans là, qui montrent qu'il y a eu énormément de récidives finalement de ces patients-là. Et si vous prenez les critères de Story, vous voyez qu'il faut que les patients, bien sûr, c'est une évidence, n'aient pas de syndrome inflammatoire et un score endoscopique qui soit bon, une calprotectine qui soit inférieure à 300, un taux d'infliximable qui soit bas. Et si vous avez des taux d'infliximable, ce que vous a pas dit Florent, mais ce qu'il voulait vous dire, mais il n'avait pas le temps, qu'effectivement ça peut nous aider dans la désescalade. Si vous avez des taux d'infliximable qui sont élevés en général, vous savez que si vous allez faire arrêter un anti-TNF, vous avez de fortes chances de récidive. Si vous êtes en combothérapie, il faudra plutôt privilégier l'arrêt de l'immunosuppresseur. C'est l'inverse. Si vous avez des taux bas, c'est peut-être à ce moment-là une indication à arrêter votre anti-TNF et à poursuivre les thiopurines ou le méthotrexate, si vous avez mis du méthotrexate. Voilà. Et on voit qu'il y a quand même quelques facteurs de risque qui ont été déjà identifiés, de risque de récidive, donc c'est pas si facile que ça de faire des pauses. C'est ma dernière diapositive, donc pour conclure. Il faudra retenir que, en termes de safety, le risque infectieux, il est important. Et donc, il faut essayer de le prévenir en faisant des vaccinations contre le pneumocoque, contre la grippe, c'est la période. Il faut essayer de bien sélectionner ces patients et faire attention dans les populations âgées. Si vous prenez des anti-TNF, ça peut être un facteur favorisant pour prendre d'autres biothérapies qui ont moins de risques. Il faut bien sûr faire attention au risque néoplastique et j'insiste sur le risque cutané qui est finalement celui qu'on rencontre le plus par rapport au risque de lymphome. Il faut bien le dépister parce qu'on ne le fait pas toujours. Les réactions paradoxales, il faut les connaître et apprendre à les gérer et s'entourer de bons rhumatologues ou de bons dermatologues parce que des fois, c'est pas très bien géré et c'est pas toujours reconnu par certains dermatos. Avant d'envisager une désescalade ou un arrêt du traitement, il faut bien sûr prendre en compte la maladie initiale et sa sévérité et les conséquences d'une éventuelle rechute quand vous décidez d'arrêter. Il faut bien sûr évaluer le risque de retraitement et vous savez que par exemple avec le Rémicade, si vous attendez plus d'1 an, vous vous exposez à des phénomènes immunoallergiques. Et puis on peut céder des dosages pharmacologiques pour décider de cette désescalade ou de cet arrêt thérapeutique. Voilà, je vous remercie.